L'histoire que vous allez entendre maintenant est basée sur des faits réels. Les noms des personnages ont été modifiés pour préserver leur identité. Dans l'histoire d'aujourd'hui, sa fille a disparu il y a 20 ans, mais un appel anonyme a conduit la police jusqu'à un fast-food. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir et, si vous êtes capable de comprendre, commentez ci-dessous afin que plus de personnes comprennent, et partagez-la avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. C'était une journée d'été typique à Paris, le soleil caressait doucement les pavés des Champs-Élysées. Rémi Beauchesne, un père célibataire, tenait fermement la main de sa fille Amélie, âgée de 6 ans, alors qu'il se promenait dans le parc des Tuileries. Les rires des enfants et le bruissement des feuilles créaient une symphonie paisible, masquant la tempête qui allait bientôt éclater dans leur vie. « Papa, je peux avoir une glace ?» demanda Amélie, ses yeux bleus pétillants d'excitation. Rémi sourit, incapable de résister à ce regard. « Bien sûr, ma chérie. Attends-moi ici, près du grand chêne. Je reviens tout de suite. » Il s'éloigna vers le marchand de glace, jetant des coups d'œil fréquents à Amélie qui jouait avec les feuilles tombées. Mais en l'espace d'un instant, tout bascula. Lorsque Rémi se retourna, cornet en main, Amélie avait disparu. Le cœur battant à tout rompre, Rémi lâcha la glace qui s'écrasa au sol. « Amélie » cria-t-il, sa voix tremblante de panique. « Amélie, où es-tu » Il courut frénétiquement autour du chêne, scrutant chaque buisson, chaque recoin. Les minutes s'écoulèrent, interminables, alors que la panique montait en lui comme une vague déferlante. « Monsieur, que se passe-t-il » demanda une femme âgée, inquiète de voir cet homme affolé. « Ma fille, ma petite fille a disparu » balbutia Rémi, les yeux écarquillés de terreur. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans le parc. Bientôt, des dizaines de personnes se joignirent à la recherche, appelant le nom d'Amélie. Rémi, le visage blême, courait d'un bout à l'autre du parc, son cœur menaçant d'exploser à chaque seconde. Soudain, il aperçut un ruban rose près d'un bosquet. Le ruban d'Amélie. Il s'élança, le souffle court, espérant trouver sa fille cachée derrière les arbustes. Mais il ne trouva que le silence et l'absence. Les sirènes de police retentirent au loin, se rapprochant rapidement. L'inspecteur Julien Lefort arriva sur les lieux, son visage grave reflétant la gravité de la situation. « Monsieur Beauchesne » demanda-t-il en s'approchant de Rémi. Rémi hocha la tête, incapable de parler. « Nous allons tout faire pour retrouver votre fille » assura Lefort. « Pouvez-vous me décrire exactement ce qui s'est passé » Rémi raconta l'histoire, sa voix se brisant à plusieurs reprises. Pendant ce temps, les policiers quadrillaient le parc, interrogeaient les témoins, cherchaient le moindre indice. La nuit tomba sur Paris, mais les recherches continuèrent. Rémi, assis sur un banc, le visage enfoui dans ses mains, murmura une promesse dans l'obscurité, « Je te retrouverai, Amélie. Peu importe le temps que ça prendra, je te ramènerai à la maison. » L'inspecteur Lefort s'approcha, son expression sombre n'augurant rien de bon. « Monsieur Beauchesne, nous avons trouvé quelque chose. » Rémi leva les yeux, l'espoir et la peur se mélangeant dans son regard. Lefort tendit un petit objet, la barrette préférée d'Amélie, brisée, trouvée près d'une sortie du parc. « Non !» gémit Rémi, réalisant soudain l'ampleur de ce qui se passait. Ce n'était pas une simple disparition. Quelqu'un avait enlevé sa petite fille. À cet instant, alors que les lumières de la ville scintillaient au loin, indifférente à sa douleur, Rémi Beauchesne sentit son monde s'effondrer. Une quête venait de commencer, une quête qui allait consumer sa vie pendant les 20 années à venir, le poussant aux limites de l'endurance humaine et de l'amour paternel. L'inspecteur Lefort posa une main sur l'épaule de Rémi. « Nous ne nous arrêterons pas tant que nous ne l'aurons pas retrouvé. Vous avez ma parole. » Mais dans les yeux de Rémi brillait déjà une détermination féroce. Il se leva lentement, les poings serrés. « Je la retrouverai, » dit-il d'une voix basse et intense. « Même si je dois remuer ciel et terre, je ramènerai ma fille à la maison. » Ainsi commença l'odyssée de Rémi Beauchesne, une histoire de courage, de désespoir et d'espoir inébranlable qui allait marquer Paris et la France tout entière pendant 2 décennies. Les années qui suivirent la disparition d'Amélie transformèrent Rémi Beauchesne en un homme obsédé par une seule mission, retrouver sa fille. Les jours se fondirent en semaines, les semaines en mois, et bientôt, les mois devinrent des années. Mais la détermination de Rémi ne faiblit jamais. Au début, Rémi gardait son emploi d'architecte, essayant de maintenir un semblant de normalité. Mais chaque soir, il parcourait les rues de Paris,
placardant des affiches avec le visage d'Amélie sur chaque lampadaire, chaque vitrine, chaque mur. Ses collègues le regardaient avec un mélange de pitié et d'inquiétude, observant les cernes qui se creusaient sous ses yeux, jour après jour. Un matin, 5 ans après la disparition d'Amélie, Rémi se présenta au bureau de son patron, Marcel Dupont. « Je démissionne », annonça-t-il sans préambule. Marcel, stupéfait, tenta de le raisonner. « Rémi, je comprends votre douleur, mais vous ne pouvez pas abandonner votre carrière. Que ferez-vous » Les yeux de Rémi brillèrent d'une détermination farouche. « Je vais la retrouver, Marcel. C'est tout ce qui compte. » Cette conversation marqua le début d'une nouvelle phase dans la quête de Rémi. Il vendit sa maison, liquidant tous ses biens pour financer ses recherches. Il transforma son petit appartement en un véritable quartier général, les murs couverts de cartes, de photos, de notes griffonnées. L'inspecteur Lefort, devenu un ami proche au fil des ans, s'inquiétait de l'obsession grandissante de Rémi. Un soir, il le confronta dans son appartement chaotique. « Rémi, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Vous vous détruisez, plaida Lefort. Rémi, les yeux injectés de sang, se tourna vers lui. « Et que voulez-vous que je fasse, Julien ? Que j'abandonne ? Que j'oublie ma fille ? » « Non, bien sûr que non, répondit doucement Lefort. Mais vous devez prendre soin de vous. Pour Amélie. » Ces mots touchèrent une corde sensible chez Rémi. Il s'effondra sur une chaise, les larmes aux yeux. « Je ne peux pas m'arrêter, Julien. Chaque fois que je ferme les yeux, je la vois. Elle me demande pourquoi je ne l'ai pas encore trouvée. » Lefort posa une main réconfortante sur l'épaule de son ami. « Nous la retrouverons, Rémi. Ensemble. » Les années passèrent, et Rémi devint une figure familière dans toute la France. Il parcourait le pays, suivant la moindre piste, interrogeant quiconque pouvait avoir vu Amélie. Son visage apparaissait régulièrement à la télévision, implorant le public de l'aider dans sa quête. Un jour, alors qu'il distribuait des tracts dans une petite ville du sud de la France, une femme âgée s'approcha de lui. « Vous êtes le père de la petite Amélie, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. Rémi hocha la tête, le cœur battant. « Vous l'avez vue ?» La femme secoua tristement la tête. « Non, mon cher. Mais je prie pour vous chaque jour. Votre amour pour votre fille, c'est une inspiration pour nous tous. » Ces rencontres, aussi brèves soient-elles, donnaient à Rémi la force de continuer. Il savait que sa quête ne touchait pas seulement sa vie, mais celle de milliers de personnes à travers le pays. 10 ans après la disparition d'Amélie, Rémi reçut un appel qui raviva sa flamme d'espoir. Une femme prétendait avoir vu une jeune fille ressemblant à Amélie dans un village isolé des Pyrénées. Sans hésiter, Rémi sauta dans sa vieille voiture et conduisit pendant des heures, l'adrénaline pulsant dans ses veines. Mais une fois sur place, son espoir se brisa une fois de plus. La jeune fille n'était pas Amélie. Effondré, Rémi s'assit sur un banc dans la place du village, le visage enfoui dans ses mains. Une petite fille s'approcha timidement de lui. « Monsieur, pourquoi vous pleurez ?» Rémi leva les yeux, surpris. Pour la première fois depuis des années, il sourit doucement. « Je cherche ma fille. Elle me manque beaucoup. » La petite fille le regarda avec de grands yeux compatissants. « Ne pleurez pas, monsieur. Je suis sûr que vous la retrouverez un jour. » Ces mots innocents ravivèrent quelque chose en Rémi. Il se redressa, une nouvelle détermination brillant dans ses yeux. « Tu as raison, petite. Je ne dois pas abandonner. » Cette rencontre fortuite marqua un tournant dans la quête de Rémi. Il réalisa qu'il devait non seulement chercher Amélie, mais aussi garder espoir pour tous ceux qui croyaient en lui. Il commença à partager son histoire plus largement, donnant des conférences dans les écoles et les universités, sensibilisant le public à la cause des enfants disparus. 20 ans après la disparition d'Amélie, Rémi était devenu une figure nationale, symbole de l'amour inconditionnel d'un père. Ses cheveux avaient blanchi, son visage était marqué par les années de recherche incessante, mais la flamme dans ses yeux n'avait jamais vacillé. Un soir, alors qu'il rentrait d'une conférence, Rémi reçut un appel de l'inspecteur Lefort. Sa voix tremblait d'excitation. « Rémi, nous avons peut-être une piste sérieuse. Une femme correspondant à la description d'Amélie a été vue dans un McDonald's à Toulouse. » Le cœur de Rémi s'arrêta presque. Après toutes ces années, était-il possible que... Sans perdre un instant, il se précipita vers la gare,
prêt à embarquer pour Toulouse, ignorant que ce voyage allait enfin apporter les réponses qu'il cherchait depuis si longtemps. Le cœur battant à tout rompre, Rémi Beauchesne monta dans le TGV en direction de Toulouse. 20 ans de recherches incessantes, de faux espoirs et de déceptions l'avaient mené à ce moment. Il fixait le paysage qui défilait à toute vitesse, ses pensées aussi rapides que le train. Et si c'était vraiment elle, murmura-t-il pour lui-même, ses mains tremblantes serrant le dossier contenant toutes les informations sur Amélie. Le trajet lui parut interminable. Chaque seconde était une torture, chaque minute une éternité. Quand le train entra enfin en gare de Toulouse, Rémi bondit de son siège, bousculant presque les autres passagers dans sa hâte. Sur le quai, l'inspecteur Julien Lefort l'attendait, le visage grave mais les yeux brillants d'espoir. « Rémi, dit-il en serrant fermement la main de son ami. Nous avons une équipe en place au McDonald's. La femme y travaille apparemment. » Rémi sentit ses jambes faiblir. « Julien, et si ce n'est pas elle ? Je ne sais pas si je peux supporter une autre déception. » Lefort posa une main réconfortante sur l'épaule de Rémi. « Nous y sommes ensemble, mon ami. Quoi qu'il arrive. » Ils montèrent dans une voiture banalisée et se dirigèrent vers le McDonald's situé dans le centre-ville. Le trajet se fit dans un silence tendu, chacun perdu dans ses pensées. En arrivant sur place, Rémi aperçut plusieurs agents en civil postés stratégiquement autour du restaurant. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. « Comment allons-nous procéder ? Demanda-t-il, la voix rauque d'émotion. Lefort expliqua le plan. « Nous allons entrer calmement. J'irai parler à la manager pour identifier la femme en question. Vous resterez en retrait. Si c'est vraiment Amélie, nous voulons éviter de la effrayer. » Rémi acquiesça, comprenant la logique mais frustré de devoir attendre encore. Ils entrèrent dans le restaurant bondé. L'odeur de frites et de hamburgers assaillit les narines de Rémi, lui rappelant douloureusement les moments heureux passés avec Amélie enfant. Lefort s'approcha du comptoir et demanda à parler au manager. Pendant ce temps, Rémi scrutait frénétiquement chaque visage, cherchant désespérément un trait familier, un geste qui pourrait lui rappeler sa fille. Soudain, une jeune femme aux cheveux châtains sortit des cuisines. Rémi sentit son cœur s'arrêter. Elle avait les mêmes yeux bleus qu'Amélie, le même nez légèrement retroussé. Mais était-ce vraiment elle ? La jeune femme, remarquant l'agitation inhabituelle, fronça les sourcils. Ses yeux croisèrent ceux de Rémi et, pendant un bref instant, une lueur de reconnaissance sembla y passer. Lefort revint vers Rémi. « C'est elle, murmura-t-il. Son nom ici est Marie Dubois, mais la description correspond parfaitement. » Rémi sentit ses jambes se dérober sous lui. Lefort le soutint, l'aidant à s'asseoir à une table proche. « Que fait-on maintenant ? Demanda Rémi, incapable de détacher son regard de la jeune femme qui continuait à travailler, visiblement mal à l'aise. « Nous allons l'approcher doucement, répondit Lefort. Je vais lui parler d'abord, puis vous pourrez vous joindre à nous si elle est réceptive. » Les minutes qui suivirent furent les plus longues de la vie de Rémi. Il observa Lefort s'approcher de la jeune femme, lui parler doucement. Il vit son visage pâlir, ses yeux s'écarquillaient de surprise et de peur. Finalement, Lefort fit signe à Rémi de les rejoindre. Avec des jambes tremblantes, il s'approcha. « Marie, dit doucement Lefort, voici Rémi Beauchesne. Il pense être votre père. » La jeune femme regarda Rémi, une tempête d'émotions traversant son visage. « Je ne comprends pas, balbutia-t-elle. Mon père s'appelle Jacques Dubois. Il... » Mais sa voix s'éteignit en voyant les larmes couler sur les joues de Rémi. « Amélie, murmura-t-il, tendant une main tremblante vers elle. « C'est moi, papa. » La jeune femme recula d'un pas, visiblement bouleversée. « Je m'appelle Marie, insista-t-elle, mais sa voix manquait de conviction. Rémi sortit de sa poche une vieille photo, celle qu'il avait portée sur lui pendant 20 ans. Elle montrait une petite Amélie riant aux éclats sur un manège. « Regarde, dit-il doucement. C'est toi. C'est nous. » Amélie prit la photo d'une main tremblante. Ses yeux s'embuèrent de larmes alors qu'elle fixait l'image. « Je me souviens de ce jour, murmura-t-elle, stupéfaite. Le carrousel, la barbe à papa. » Un sanglot échappa à Rémi. « Oui, ma chérie. C'était le jour de tes 5 ans. » La jeune femme leva les yeux vers lui, une lueur de reconnaissance s'allumant enfin dans son regard. « Papa, dit-elle d'une voix tremblante.
Ce fut comme si le temps s'arrêtait. Rémi ouvrit grand ses bras et Amélie s'y précipita, éclatant en sanglots. Ils restèrent ainsi enlacés, pleurant et riant à la fois, sous les regards émus des clients et du personnel du McDonald's. Lefort, les larmes aux yeux, fit signe à ses hommes de sécuriser la zone. Il savait que ce n'était que le début. Il y aurait des questions, des enquêtes, des explications douloureuses. Mais pour l'instant, il laissa père et fille savourer ces retrouvailles miraculeuses. Amélie se détacha doucement de l'étreinte de son père, le regardant comme si elle le voyait pour la première fois. « J'ai tellement de questions, dit-elle, la voix tremblante. Rémi caressa tendrement sa joue. « Nous avons tout le temps, ma chérie. Tout le temps du monde. » Alors qu'il quittait le restaurant, entouré par les policiers, Rémi réalisa que sa quête de 20 ans était enfin terminée. Mais une nouvelle aventure commençait, celle de reconstruire une relation avec sa fille retrouvée et de comprendre ce qui s'était réellement passé pendant toutes ces années. Les jours qui suivirent les retrouvailles au McDonald's furent un tourbillon d'émotions pour Rémi et Amélie. Installés dans une suite sécurisée d'un hôtel de Toulouse, père et fille commencèrent le long et délicat processus de reconstruction de leur relation. Le premier matin, Rémi se réveilla en sursaut, craignant que tout n'ait été qu'un rêve. Mais quand il vit Amélie endormie sur le canapé du salon, il sentit son cœur se gonfler de joie et de gratitude. « Bonjour », dit-il doucement lorsqu'elle ouvrit les yeux. Amélie le regarda, un mélange de confusion et de reconnaissance dans ses yeux. « Bonjour, papa », répondit-elle, le mot sonnant étrangement à ses oreilles. Ils s'assirent pour prendre le petit déjeuner, un silence maladroit s'installant entre eux. Rémi ne pouvait s'empêcher de fixer sa fille, notant chaque détail de son visage, cherchant les traces de la petite fille qu'il avait perdue. « Je ne sais pas par où commencer », admit Amélie, brisant enfin le silence. « J'ai tellement de questions, mais je ne suis pas sûr de vouloir connaître toutes les réponses. » Rémi posa doucement sa main sur celle de sa fille. « Nous irons à ton rythme, ma chérie. Nous avons tout le temps du monde maintenant. » Au fil des jours, Amélie commença à partager des bribes de son passé. Elle raconta comment une femme nommée Élise Moreau l'avait enlevée ce jour fatidique dans le parc, prétendant être une amie de Rémi. « Elle m'a dit que tu avais eu un accident », expliqua Amélie, les larmes aux yeux. J'étais terrifiée. Elle a promis de m'emmener te voir à l'hôpital, mais au lieu de ça. Sa voix se brisa. Rémi la prit dans ses bras, son cœur se serrant de douleur à l'idée de ce que sa fille avait dû endurer. Elle m'a emmené dans une petite ville du sud, poursuivit Amélie. Elle m'a dit que tu étais mort, que ma mère était morte aussi, et qu'elle était ma seule famille maintenant. J'étais si jeune, j'ai fini par la croire. Rémi écoutait, le cœur brisé mais reconnaissant qu'Amélie lui fasse confiance pour partager son histoire. Il apprit comment Élise avait changé leur nom, déménageant fréquemment pour éviter d'être découverte. Amélie avait grandi isolée, sans amis proches, toujours sur ses gardes. Un soir, alors qu'il regardait de vieilles photos de famille, Amélie posa la question qui la tourmentait depuis les retrouvailles. « Papa, dit-elle doucement, pourquoi as-tu continué à me chercher pendant si longtemps? N'as-tu jamais pensé à abandonner ?» Rémi la regarda, les yeux brillants d'émotion. « Jamais, répondit-il fermement. Pas une seule seconde. Tu es ma fille, Amélie. Mon amour pour toi n'a jamais faibli. Chaque jour sans toi était une torture, mais c'était aussi ce qui me poussait à continuer. » Amélie fondit en larmes, submergée par l'amour inconditionnel de son père. Pour la première fois depuis les retrouvailles, elle l'étreignit spontanément, s'accrochant à lui comme si sa vie en dépendait. Leur journée était ponctuée de visites de l'inspecteur Lefort et de psychologues spécialisés dans les cas d'enlèvement. Amélie devait témoigner, raconter son histoire encore et encore, un processus épuisant mais nécessaire pour l'enquête. Un jour, alors qu'Amélie était en entretien avec un psychologue, Rémi se retrouva seul avec Lefort. « Comment va l'enquête » demanda-t-il, anxieux. Lefort soupira. « Nous avons retrouvé la trace d'Élise Moreau. Elle est décédée il y a 3 ans d'un cancer. C'est après sa mort qu'Amélie a commencé à travailler et à vivre de manière plus indépendante. » Rémi sentit une vague de sentiments contradictoires le submerger. Du soulagement que la kidnappeuse ne puisse plus faire de mal, de la colère qu'elle ait échappé à la justice, et une étrange tristesse pour Amélie qui avait perdu la seule figure parentale qu'elle connaissait depuis l'enfance. Les jours passèrent, et progressivement, Rémi et Amélie commencèrent à construire une nouvelle relation. Ils découvrirent avec joie qu'ils partageaient le même sens de l'humour, la même passion pour la cuisine.
Rémi apprit que sa fille avait hérité de son talent pour le dessin, une passion qu'elle avait cultivée en secret pendant des années. Un soir, alors qu'ils préparaient le dîner ensemble, Amélie se tourna vers son père, une lueur de détermination dans les yeux. « Papa, dit-elle, je veux rentrer à Paris avec toi. Je veux connaître la vie que j'aurais dû avoir. » Rémi sentit son cœur se gonfler de joie. « Tu es sûre, ma chérie ? Je ne veux pas te brusquer. » Amélie hocha la tête. « J'ai peur, c'est vrai. Mais je suis prête à affronter mon passé, à découvrir qui je suis vraiment. Et je veux le faire avec toi à mes côtés. » Rémi l'enlaça, les larmes aux yeux. « Ensemble, murmura-t-il. Nous affronterons tout ensemble. » Alors qu'ils se préparaient à quitter Toulouse pour commencer leur nouvelle vie à Paris, Rémi réalisa que les retrouvailles n'étaient que le début. Le chemin de la guérison serait long et parfois difficile, mais pour la première fois en 20 ans, il se sentait véritablement complet. Sa quête était terminée, mais une nouvelle aventure commençait, celle de redécouvrir sa fille et de rattraper le temps perdu. Le retour à Paris fut à la fois exaltant et intimidant pour Rémi et Amélie. La ville lumière, autrefois théâtre de leur tragédie, allait maintenant être le témoin de leur renaissance. Dès leur arrivée, ils furent accueillis par une vague de journalistes et de curieux, la nouvelle de leur retrouvaille ayant fait le tour du pays. « Mademoiselle Beauchesne, comment vous sentez-vous de retrouver votre vraie identité ?» cria un journaliste. Amélie, submergée, se blottit contre son père. Rémi, protecteur, l'entoura de ses bras. « S'il vous plaît, respectez notre intimité, dit-il fermement. Nous ferons une déclaration en temps voulu. » Une fois à l'abri dans l'appartement de Rémi, Amélie regarda autour d'elle, les yeux écarquillés. Les murs étaient couverts de photos d'elle enfant, de cartes, de coupures de journaux. Toute une vie de recherche condensée dans cet espace. « Oh, papa, murmura-t-elle, touchée par l'ampleur de la dévotion de son père. Rémi, un peu gêné, commença à décrocher les documents. « Je suppose que je n'en ai plus besoin maintenant, dit-il avec un petit rire nerveux. Amélie l'arrêta. « Non, laisse-les. C'est notre histoire. Une partie de moi que je dois redécouvrir. » Les jours suivants furent consacrés à cette redécouverte. Amélie passait des heures à feuilleter de vieux albums photos, à écouter les histoires de son enfance, à essayer de recoller les morceaux de sa vie brisée. Un soir, alors qu'ils partageaient un dîner, Amélie posa la question qui la tourmentait depuis leur retour. « Papa, raconte-moi ce qui s'est vraiment passé le jour de ma disparition. Je veux tout savoir. » Rémi prit une profonde inspiration. Il savait que ce moment viendrait, mais cela ne le rendait pas plus facile. « C'était un samedi, commença-t-il, sa voix tremblante. Nous étions au parc des Tuileries. Tu voulais une glace, alors je suis allé t'en acheter une. Je n'ai détourné les yeux que quelques instants, mais quand je suis revenu. » Sa voix se brisa. Amélie prit sa main, l'encourageant silencieusement à continuer. « J'ai cherché partout, poursuivit-il. J'ai crié ton nom jusqu'à en perdre la voix. La police est arrivée, les recherches ont commencé, mais tu avais disparu sans laisser de traces. » Amélie ferma les yeux, essayant de se souvenir. « Je me rappelle vaguement d'une femme, dit-elle doucement. Elle m'a dit que tu avais eu un accident, qu'elle devait m'emmener te voir à l'hôpital. » Rémi hocha la tête, les larmes aux yeux. « Élise Moreau. Nous avons découvert plus tard qu'elle avait perdu sa propre fille quelques mois auparavant. Elle t'a prise pour remplacer l'enfant qu'elle avait perdu. » Un silence lourd s'installa entre eux, chacun absorbant le poids de ses révélations. « Je suis désolé, papa, murmura finalement Amélie. Désolé d'être parti, désolé de t'avoir causé tant de souffrance. » Rémi la prit dans ses bras. « Non, ma chérie. Tu n'as rien à te reprocher. C'est moi qui suis désolé de ne pas avoir pu te protéger ce jour-là. » Les jours passèrent, et peu à peu, Amélie commença à s'ouvrir davantage sur sa vie avec Élise. Elle raconta comment, au fil des ans, elle avait eu des doutes, des questions sans réponse. « Il y avait des moments où je sentais que quelque chose n'allait pas, expliqua-t-elle. Des détails qui ne collaient pas, des souvenirs flous qui ne correspondaient pas à ce qu'Élise me racontait. Mais j'avais tellement peur de perdre la seule famille que je croyais avoir. » Rémi écoutait, le cœur serré, imaginant sa fille luttant seule avec ses doutes pendant toutes ces années. Un jour, alors qu'il se promenait dans le parc des Tuileries, Amélie s'arrêta brusquement. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'elle fixait un point précis. «
Je me souviens, dit-elle dans un souffle. C'était là. C'est ici que j'étais assise quand elle m'a emmené. Rémi la serra contre lui, sentant son corps trembler. C'est fini maintenant, ma chérie. Tu es en sécurité. Ce moment marqua un tournant dans leur relation. Amélie commença à se confier plus ouvertement, partageant ses peurs, ses espoirs, ses rêves longtemps réprimés. J'ai toujours voulu être artiste, avoua-t-elle un soir. Mais Élise disait que c'était une perte de temps. Elle voulait que je devienne comptable, comme elle. Rémi sourit tendrement. Ta mère était artiste, dit-il doucement. Elle aurait été si fière de toi. Ces révélations sur sa mère, une femme dont Amélie n'avait que de vagues souvenirs, ouvrirent une nouvelle porte dans leur relation. Rémi passa des heures à lui parler de sa mère, à lui montrer des photos, à partager des anecdotes. Petit à petit, Amélie commença à se reconstruire, à découvrir qui elle était vraiment. Elle s'inscrivit à des cours d'art, commença à peindre, exprimant sur la toile les émotions qu'elle avait réprimées pendant si longtemps. Un soir, alors qu'ils admiraient sa dernière œuvre, une peinture abstraite aux couleurs vives et tourmentées, Amélie se tourna vers son père. « Papa, dit-elle, la voix tremblante d'émotion, je crois que je suis prête à raconter notre histoire. Au monde entier. » Rémi la regarda, surpris mais fier. « Tu es sûre, ma chérie ?» Amélie hocha la tête avec détermination. « Oui. Notre histoire pourrait aider d'autres familles, donner de l'espoir à ceux qui cherchent encore. Et, je pense que ça m'aidera aussi à guérir complètement. » Rémi l'enlaça, les larmes aux yeux. « Alors nous le ferons ensemble, dit-il doucement. Comme nous avons tout fait depuis que je t'ai retrouvé. » Ainsi commença un nouveau chapitre de leur vie, un chapitre de guérison, de vérité et d'espoir. La vérité, enfin révélée dans toute sa complexité, allait devenir un phare d'espoir pour d'autres familles brisées, un témoignage de la force de l'amour et de la persévérance. La décision d'Amélie de partager leur histoire avec le monde marqua le début d'une nouvelle aventure pour les Beauchesne. Rémi, initialement réticent à l'idée d'exposer leur vie privée, finit par comprendre l'importance de ce geste pour sa fille et pour les autres familles vivant des situations similaires. Ils commencèrent par accorder une interview exclusive à un grand journal national. L'article, intitulé « 20 ans de séparation, l'incroyable histoire des Beauchesne », fit sensation. Les demandes d'interview affluèrent du monde entier, et bientôt, Rémi et Amélie se retrouvèrent sous les feux des projecteurs. Un soir, après une longue journée d'interview, Amélie fit une déclaration qui allait tout changer. « Papa, dit-elle, les yeux brillants de détermination, je veux retrouver Élise. » Rémi la regarda, stupéfait. « Mais... Élise est morte, ma chérie. » L'inspecteur Lefort nous l'a confirmé. Amélie secoua la tête. « Non, je ne crois pas qu'elle soit morte. J'ai des raisons de penser qu'elle a simulé sa mort. » Cette révélation frappa Rémi comme un coup de tonnerre. « Que veux-tu dire ?» Amélie prit une profonde inspiration. Il y a des incohérences dans l'histoire de sa mort. Des détails qui ne collent pas. Et puis, j'ai reçu ça hier. Elle sortit de sa poche une enveloppe froissée et la tendit à son père. À l'intérieur, une simple note, « Je suis fier de toi, ma petite Marie. Pardonne-moi. » Rémi sentit un frisson lui parcourir l'échine. L'écriture correspondait à celle des lettres qu'Élise avait laissées lors de sa prétendue mort. « Nous devons en parler à la police, dit-il, la voix tremblante. Mais Amélie avait d'autres plans. « Non, papa. Je veux la retrouver moi-même. Je veux comprendre pourquoi elle a fait ça, pourquoi elle m'a enlevé. Et, je veux lui pardonner. » Rémi était partagé entre la peur de perdre à nouveau sa fille et le désir de l'aider à trouver la paix. Après de longues discussions et beaucoup d'hésitations, il accepta de l'aider dans sa quête. Leur recherche les mena à travers la France, suivant des indices ténus et des souvenirs fragmentés d'Amélie. Ils voyagèrent de ville en ville, interrogeant d'anciens voisins, fouillant dans de vieux documents. Leur quête attira l'attention des médias, qui suivirent leur périple avec fascination. L'histoire des Beauchesne, déjà extraordinaire, prenait un tournant encore plus inattendu. Après des semaines de recherches infructueuses, ils arrivèrent dans un petit village des Pyrénées. Amélie eut un étrange sentiment de déjà-vu en parcourant les rues pavées. « C'est ici, murmura-t-elle. Je me souviens de cet endroit. » Ils s'arrêtèrent devant une petite maison aux volets bleus. Amélie hésita un moment, puis frappa à la porte. Le temps sembla s'arrêter. Puis,
Lentement, la porte s'ouvrit, révélant une femme âgée aux cheveux gris. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant Amélie. « Marie » dit-elle d'une voix tremblante. « Bonjour, Élise » répondit doucement Amélie. Ce qui suivit fut une confrontation émotionnelle intense. Élise, en larmes, expliqua comment la perte de sa propre fille l'avait poussée à commettre l'impensable. Elle raconta comment, au fil des ans, la culpabilité l'avait rongée, comment elle avait fini par simuler sa mort pour permettre à Amélie de retrouver sa vraie famille. « Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable » sanglota Élise. « Je vous ai volé 20 ans de vie ensemble. Je mérite d'aller en prison. » Rémi, qui avait gardé le silence jusque-là, prit la parole. « Oui, ce que vous avez fait est impardonnable. Vous nous avez causé une souffrance inimaginable. » Élise baissa la tête, acceptant le jugement. Mais Amélie fit alors quelque chose qui surprit tout le monde. Elle s'avança et prit Élise dans ses bras. « Je te pardonne, dit-elle doucement. Pas pour toi, mais pour moi. Pour que je puisse avancer. » Ce moment de pardon inattendu marqua un tournant dans leur histoire. Élise se rendit volontairement aux autorités, acceptant de faire face aux conséquences de ses actes. Amélie et Rémi témoignèrent lors du procès, plaidant pour la clémence tout en soulignant l'importance de la justice. L'affaire Beauchesne devint un cas d'étude en psychologie et en droit, suscitant des débats passionnés sur la nature du pardon et de la rédemption. Amélie, inspirée par son expérience, décida de devenir avocate spécialisée dans les affaires d'enlèvement d'enfants. Elle utilisa sa propre histoire pour aider d'autres familles à guérir et à se reconstruire. Rémi, de son côté, créa une fondation pour soutenir les familles d'enfants disparus, offrant des ressources et de l'espoir à ceux qui en avaient le plus besoin. Leur histoire, qui avait commencé dans la tragédie, se transforma en un puissant message d'espoir et de résilience. Amélie et Rémi parcoururent le monde, partageant leur expérience et inspirant des milliers de personnes. Un jour, alors qu'ils donnaient une conférence, une jeune fille dans l'audience leva la main. « Comment avez-vous trouvé la force de pardonner » demanda-t-elle. Amélie sourit doucement. « Le pardon n'efface pas le passé » répondit-elle. « Il ouvre la voie à l'avenir. J'ai choisi de ne pas laisser la douleur du passé dicter mon futur. » Rémi prit la main de sa fille, ému par sa sagesse. « Et j'ai appris, ajouta-t-il, que l'amour est plus fort que la haine, que l'espoir peut survivre même dans les moments les plus sombres. » Leur histoire, qui avait commencé par une tragédie dans un parc parisien, était devenue un phare d'espoir pour le monde entier. Rémi et Amélie Beauchesne avaient non seulement retrouvé leur famille, mais ils avaient aussi trouvé un nouveau but, inspirer les autres à ne jamais abandonner, à toujours croire en la possibilité d'un miracle. Alors qu'ils quittaient la scène sous les applaudissements, main dans la main, Rémi et Amélie savaient que leur voyage était loin d'être terminé. Mais cette fois, ils l'affrontaient ensemble, plus forts que jamais, prêts à transformer leur douleur en un héritage d'amour et d'espoir pour les générations à venir.